The day is here already. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Oui. Philippe Fortabal abattu, vous allez bien? Oui, maître, je vais bien et vous? Très bien, alors, au dernier moment, mais je suis avec notre ami le général, Michel Chavanon. Nous sommes dans un studio pour faire une émission dans quelques minutes contre les vaccins en reprenant l'action qu'on avait fait contre les autorités politiques de l'autre fois. Est-ce que ça vous dit de participer à l'émission par téléphone? Ah, mais si vous me posez des questions, moi je veux bien, oui. Parfait. Alors, c'est un peu compliqué techniquement parce qu'on est sur 3 téléphones. Mais donc, Michel Chavanon, mon général, nous sommes donc avec notre ami Jacques Dodon qui est OK pour participer à l'émission. En général? Oui, j'ai entendu. En tout cas, je suis prêt. Vous me poserez les questions que vous voulez, mais moi je ne ferai pas le cadeau. Bien que je sache qu'on n'a pas à se révolter, on a simplement à dire gentiment aux gens, voilà. Ne soyez pas des moutons. Voilà, c'est ça. Des vaches dans le pré. Voilà, donc je présente Lorelai, qui est d'origine algérienne, kabyle, et qui fait des émissions de vidéos. Donc on a fait une émission il y a quelque temps, qui s'appelle Pas de roi, pas de loi. On est à presque 20 000 vues déjà. Et donc là, ça s'est accéléré avec ce qui se passe actuellement. On fait l'émission ce soir, un peu imprévue, sur les vaccins. Alors, moi, je crois qu'il y a chacun qui a son rôle. Lorelai, bon, elle a une voix très charmante de sirène. Elle a aussi le cerveau qui marche. Elle va poser les questions, elle va faire les commentaires à sa façon. Et de notre côté, moi, je vais faire l'aspect juridique et actuel. En sachant que vous pouvez bien sûr donner votre avis, y compris sur le juridique et le politique, mais sur le plan médical proprement dit, c'est vous qui allez être les meilleurs pour expliquer déjà, en dehors du Covid, déjà le vaccin, ce que c'est pas bon, machin, etc. Du poussin, du singe vert, du fœtus avorté, la potion de sorcière, quoi. Alors bonjour monsieur Jacques Dodon, je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Je reçois aussi Michel Chavanon et également mon avocat Philippe Fortabal abattu, avocat docteur en droit. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet capital, à savoir les vaccins. La vaccination, ils nous font croire que la vaccination est obligatoire. Moi, je dis non-consentement oblige. La vaccination n'est pas obligatoire, rien ne peut se faire sans notre consentement. Donc, Philippe, merci de m'avoir mis en relation avec ces 2 personnes afin qu'ils puissent nous exposer leur expérience. Ce serait bien que vous vous présentiez, que vous donniez votre nom ainsi que votre âge et pour savoir à qui on a affaire, tout simplement. Bon, Voilà. alors, d'entrée, je vous l'ai dit, vous me le redemanderez. Ah allez-y tout de suite, c'est bon, on est bon là. Bon, écoutez, je suis un dénommé Jacques-Henri Dodon, souverain, et non pas citoyen, parce que la République, je l'ai foutue à la semelle de mes souliers, et je suis pas prêt de la garder. Voilà, et j'ai 81 ans. 81 ans. Félicitations. Oui, 89, oui. Et je suis un ancien enseignant à la retraite, et je vis sur une propriété assez conséquente où nous travaillons en bio. Voilà. Ah, c'est super. Nous avons affaire à des gens qui n'ont, moi j'ai pas compris grand chose, mais eux n'ont rien compris, et qui sont en train de se faire tondre comme des moutons depuis des milliers d'années. Grave. Et c'est en train de changer. Moi, je les appelle les esclaves consentants. Les vaches dans le pré. Bon. Alors, j'ai avec nous Michel Chavanon. Alors, Michel, merci d'être présent avec nous également pour pouvoir nous exposer le combat de votre vie. Ah oui. Ah. Alors, vous savez, alors, vous êtes Michel Chavanon, vous êtes le fils de Monsieur Chavanon. le fils du docteur Paul Chavanon, Voilà. qui était le plus grand médecin que j'ai connu et qui avait la particularité de sauver, de soigner, de sauver les incurables abandonnés par la médecine. Ça, c'était ses capacités il a
fondé l'école française de torino-laryngologie en homéopathie. Et à côté de ça, il s'est lancé, c'est le premier en France, à ma connaissance. J'étais encore dans le ventre de ma maman lorsqu'il a lancé son premier livre pour expliquer, qui s'intitulait « Comment j'ai tué mon enfant ». C'était un confrère qui raconte dans ce livre que son confrère, qui était un médecin, a tué son fils en vaccinant son fils. Il l'a tué. Il raconte heure par heure la mort de son fils avec l'évolution du mal. Cet enfant qui était merveilleux. Une heure avant, une heure après, il commençait à être triste, etc. Il est mort dans des souffrances abominables. Et à cause d'un vaccin. Causé par un vaccin, puis j'en connais comme ça. Tant et plus d'ailleurs, dans la plainte que nous avons déposée avec mon ami Dodon, il y a que notre avocat, Maître Fortabat, connaît également, puisqu'il a remis les copies de ce dépôt de plainte. D'ailleurs, on va en parler tous ensemble de cette plainte que vous avez faite. On va dire tout simplement, c'est l'histoire de l'organisation d'assassinat collectif au nom de... On a nommé un bienfaiteur qui était un criminel et un imbécile prétentieux, qui était Louis Pasteur, dont on a fait un dieu du monde pour les imbéciles, parce que, enfin, non, c'est un mauvais mot que j'entends, pas les imbéciles, les ignorants. Il est évident qu'un enfant qui grandit dans une école, on lui vante les mérites de celui qui assassinait les enfants en leur injectant des poisons, on lui racontant que c'était un grand bonhomme qui a sauvé l'humanité, mais ils ont fini par le croire. Et alors, ils se sont fait eux-mêmes vacciner, tant et plus que la planète maintenant est envahie par les autistes, par les handicapés, par des enfants qui ont perdu la raison, parfois certains, et qui sont dans un état de souffrance, et qui dans des... Bon. Oui, donc on a réussi à rendre l'humanité malade grâce à Louis Pasteur, qui était un imposteur et un chimiste qui avait... Alors... Pardon, il y a Jacques qui voudrait parler. Jacques. Juste une seconde. D'après les documents que j'ai d'Elkarod, qui est nutriditoxicologue, et du professeur Moïdalé, qui est ingénieur, il est professeur de toxicologie et de chimie, il est avéré, et ils l'ont bien démontré dans leur livre, les racines de nos maladies, que tous les ans, en 2016, par exemple, avec seulement 5 vaccins, nous avions 640 000 gosses handicapés de diverses manières. Je dis bien 640 000 sur 800 000 vaccinés. Voilà. Bon, je vous le dis en passant, mais c'est très important, et évidemment, toutes les maladies tournent autour, et elles vont de l'eczéma, les otites à répétition, jusqu'à l'hyperactivité et l'autisme. 640 000. Donc, au bout de 10 ans, nous avons 6 400 000 gosses qui sont donc handicapés. Alors, je plains la France, et voilà ce que je voulais dire là-dessus. Pardon, alors... Nous avons les chiffres et nous les avons envoyés à toutes les mairies de France, et personne n'a répondu. Alors, pardon, la référence, le titre du livre, l'auteur du livre et la maison d'édition éventuellement. Oui, alors, le titre du livre, Les racines de nos maladies. Les racines de nos maladies. D'accord. Écrit par qui? Elke Arod, E-L-K-E, Arod, A-R-O-D. Et professeur Boyd, Allais, Boyd, B-O-Y-D, Allais, H-A-L-E-Y. Aux éditions de Ferme, page 219. Alors ça c'est précis et ça c'est bien. Merci. Ah oui, moi j'en ai d'autres choses précises à vous dire. Allez-y, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, maintenant, continuez. Allez. Alors moi je voulais juste préciser l'âge de Michel Chavanon. Vous avez quel âge, Michel? J'ai 82 ans et demi. Voilà. Donc on est avec nos prédécesseurs. Vous êtes avec l'ancienne jeunesse. C'est ça. Mais cette jeunesse-là, dont mon copain Dodin et moi, nous avons une particularité, c'est qu'on s'est battus comme des chiffonniers toute notre vie pour essayer de sauver des gens et sauver des enfants. À la suite de mon père, moi, j'ai jamais cessé, vous comprenez. J'ai même, quand j'étais agriculteur bio, parce qu'en 75, j'avais quitté Paris, je suis resté du agriculteur bio, j'avais des animaux et des vaches,
Et on m'a arrêté et on voulait me mettre en prison parce que j'ai refusé bien sûr les vaccinations des animaux. J'ai créé une association qui s'appelait Analiva, Association nationale pour la liberté des vaccinations animales. Et la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations n'a pas apprécié que je m'occupe de tout ça. Ils m'ont tiré dans les pattes passant. Enfin, ça a cessé. J'ai continué. Après, avec Dodon, on a donc, et Medfort Tabat, on a créé l'Académie pour la défense des êtres humains, selon un souhait que mon père avait introduit dans son traité d'ORL, où il expliquait à une page que j'ai encore en mémoire, il faudrait que soit créée une association pour la défense des êtres humains, ceci afin de sauver les enfants des crimes, des marchands de vaccins, de l'Institut Pasteur et de tous ces co-assassins-là. Et bon, finalement, nous étions fichés partout, j'aime autant vous dire. Fichier triple S. Oui, Pardon ? Fichier S. Fichier triple S. Je ne comprends même pas pourquoi ils m'ont pas... Je connais tout un tas de personnalités diverses dans le sport ou n'importe quoi autre, Coluche ou autre, qui ont disparu de façon curieuse. Je n'ai jamais compris pourquoi moi, et vous évidemment pour Jacques Dodon, pourquoi je marchais dans la rue et qu'on m'avait pas encore remercié d'une certaine manière. Oui, vous êtes toujours vivant. Alors, c'est d'autant plus important ce que vous dites, que donc vous êtes toujours là, et judiciairement, vous êtes les premiers à avoir réussi à mettre quand même dans un procès contre les vaccins, pour la mise en danger d'autrui et d'autres infractions, le président de la République en exercice, Jacques Chirac, le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, et le ministre de la Santé de l'époque, Dominique Mattei. Et c'est ainsi que, à la 17e chambre du tribunal de Paris, 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, voilà, on avait entendu le président de chambre, qui était réputé pour avoir toujours un calme olympien, être vraiment très, très, très surpris qu'on ose attaquer pour le fait que les vaccins prétendaient être, d'après les autorités, absolument bénéfiques, absolument obligatoires. Alors, vous aviez fait un dossier très technique, et on le voit quand le professeur Jacques Dodon, qu'on vient d'entendre tout à l'heure, nous l'a expliqué. Quand il dit quelque chose, il dit la page où c'est marqué, le livre où c'est marqué, le titre, l'auteur et la maison d'édition. Donc, si vous voulez, la façon dont nous avons travaillé tous ensemble, et je dirais un petit peu inspiré par le docteur Chavanon, le père, Paul Chavanon, c'est-à-dire que... C'est le grand ténor de ce sauvetage, de tentative de sauver les enfants. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, on est tous... dans le domaine de l'histoire de la preuve, puisque le professeur Jacques Dodon est enseignant, le docteur Paul Chavanon, c'était aussi très scientifique, vous avez pris sa suite, et donc tout ce qu'on a donné comme dossier à l'Élysée, à Matignon, au Premier ministre et au ministre de la Santé, c'était un dossier avec beaucoup de pages, qui a été donné par huissier de justice à ces personnages, au président de la République en exercice, au Premier ministre et au ministre de la Santé, et c'est à partir du moment où ils n'ont rien fait quand ils ont reçu ce dossier, qu'ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas. Parce qu'en matière pénale, pour être condamné, il faut que la chose soit une faute, un délit ou un crime, mais surtout, il y a l'élément, ce qu'on appelle sur le plan juridique, l'élément moral. C'est-à-dire, il faut savoir, l'élément intentionnel. Là, ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas. Mais je vais vous rappeler quelque chose qui est édifiant et qui permet de comprendre dans quelle corruption et criminelle nous sommes. C'est que la 17e chambre correctionnelle a rendu finalement un avis en disant qu'il ne retenait pas notre plainte ce jour-là car l'association n'avait pas 5 ans d'existence. Voilà l'explication. C'est tout ce qu'ils ont trouvé contre nous, que l'association n'avait pas 5 ans. Alors, il va pas falloir parler tous les deux en même temps. Chacun son tour. Le professeur Dodon. Bon, alors, je vais le résumer très vite. Selon une démonstration scientifique et chiffrée de mon ami le professeur Louis-Claude Vincent, toute vaccination et produit chimique quel qu'il soit entraîne la perte des défenses immunitaires et plus encore, dirige le corps sur des terrains basiques et oxydés qui mènent au cancer. Et ça, ils le savent. Alors,
ce qu'il y a de plus important encore, c'est qu'aujourd'hui, 8 vaccins sur 11 contiennent de l'aluminium. Interdit par l'OMS depuis 20 ans, depuis 1996. C'est un produit largement mortifère, démontré par le professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui a écrit des documents à ce sujet et qui les a distribués sur toute la France. Alors, si les lois françaises, qui sont en dessous des ordonnances de l'OMS, passent malgré tout et que l'on oblige les gens à se vacciner, il y a un vice quelque part, n'est-ce pas? De surcroît, en fait, rien ne peut se faire sans notre consentement. On a le pacte de Et Nuremberg, bien sûr, on a il y le la 16-1. Il y a les arrêts de la Cour de cassation, et puis on sait ce que contiennent les vaccins, du polysorbate 80, du butylphosphate, du glutaradéhyde, de la gélatine, de la gentamicine, de la polymyxine B, de la streptomycine, du mercure conservateur, bon, j'arrête là, du borate de sodium, du phénol, du phénoxyéthanol, et quoi encore? Et on s'étonne que 95% de nos enfants soient dans le handicap. Alors, restons là. Et je ne parle pas du cœur de bœuf, des reines de singe, des embryons de poulet, des œufs de poulet, des œufs de canard, etc. Aluminium, barium, bismuth, carbone et calcium. Alors, et ça a été expertisé par 2 professeurs italiens, voilà. Ah, leur nom? Gatti, docteur Gatti, G-A-2-T-I, Oui. et Montanari. Docteur Gatti et Montanari de l'université de Modène. Et ça a été publié dans l'International Journal of Vaccine, le 23 janvier 2017. Alors, je suis admiratif de votre précision. Ah ouais. Oui, mais je suis en relation avec le professeur Fourtillan, qui a sorti un document dans lequel il a dit « Ne vous faites pas vacciner, ce document vous protège ». Eh bien, malgré cela, on casse le sexe à toutes les mamans, pour qu'elles vaccinent. Mais il y a des mamans qui se sont rebellées, qui ont porté l'affaire devant les tribunaux, qui ont mis les documents devant le président et qui lui ont dit « Monsieur le Président, vous avez un document du professeur Fourtillan qui est expert en pharmacocinétique. Vous avez le professeur Boygalet qui démontre l'hécatombe en France et vous voudriez que je fasse vacciner mon enfant en ayant eu ça? Si vous me répondez que vous me donnez tort, c'est que vous êtes non seulement un criminel, mais que vous êtes complice. Eh bien, je puis vous dire que l'autre, il était blanc, De toute façon, tant que l'esprit ne dominera pas la matière, nous en resterons dans ce contexte de merde. On passe la parole au Michel Chavanon. Grâce à, d'abord, Béchamp et les microzymas, je lisais ça quand j'avais 14 ans, que mon père m'avait prêté et remis ce livre merveilleux, Béchamp ou Pasteur, qui montre l'imposteur. Cet imposteur, comme par hasard, imposteur ou imposteur, ça se prononce presque de la même manière, ce criminel mondial qui a assassiné des millions d'enfants et torturé des adultes également. Donc, j'ai fait la synthèse. Si vous voulez, j'ai toujours pas dans la synthèse, je l'ai fait. Alors, pardon, la parole à Jacques Dodon. Alors, oui. Ça c'est parce que je pense au public, ou du moins aux auditeurs. Il ne saurait y avoir de loi d'obligation vaccinale en Europe. Par l'article R 4127-36 du Code de la santé publique, et sur le plan, ça c'est en France, où on dit que le médecin doit obtenir dans tous les cas le consentement du patient avant toute intervention. Oui, c'est le 16-1, 16-2, 16-3. Pardon ? Je disais que c'est le 16-1. Alors, il y a la loi Kouchner, il y a le code de Nuremberg, et il y a aussi le 16-1. La convention d'Oviedo, signée en 97, qui stipule également que l'intérêt et le bien-être de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science, signifiant que les lois d'obligation vaccinale françaises sont en réalité obsolètes, comme le démontre l'arrêté Salvetti
du 9 juillet 2012. Et ce qu'il y a de plus important pour les gens qui écoutent, c'est que jamais au grand jamais, le médecin n'apporte jamais la preuve qu'il a donné une information claire et précise. Il se contente de dire, madame, il faut vacciner l'enfant, même s'il n'a que 2 mois, même s'il a été sain de sa mère. Alors moi, ce que je dis aux gens qui nous écoutent, c'est que les médecins sont au courant, qu'ils savent très bien quels sont les dangers, pour ne pas dire le crime et l'empoisonnement, et qu'ils ne disent rien et qu'ils forcent les gens. Donc, ils ne sont pas seulement complices, mais ce sont des assassins. Et ce qu'il faut que les gens fassent, c'est d'aller voir le médecin et lui dire, jamais vous ne m'avez donné des explications loyales, claires, appropriées et exhaustives, et à cause de cela, j'ai un témoin, et je vais vous envoyer au tribunal, parce que vous méritez d'être poursuivi. Et ça, c'est bien marqué dans les lois qui nous régissent au niveau des vaccins. Voilà. Bon, de toute façon, le code de santé publique est très précis. On ne peut pas imposer un traitement médical à qui que ce soit sans son consentement. Et s'il a donné son consentement, il peut le retirer à tout moment. Oui. Voilà. Oui, mais vous savez que nous sommes en dictature et que de toute façon, tout leur est permis. La preuve, l'OMS interdit l'aluminium dans l'une des 11 vaccins. Eh bien, malgré tout, on force les gens à être, enfin, les enfants, à ce qu'ils soient vaccinés. Mais vous vous rendez compte? Alors, je vois ici que ressort l'aspect du professeur Dodon, qui est quand même un enseignant et qui nous permet d'avoir chaque fois les précisions absolues, parce que quand on dit quelque chose, il faut évidemment qu'on puisse le prouver. C'est pour ça que quand vous me citez quelque chose, c'est bien de mettre autant que possible le titre, le titre du livre, le nom de l'auteur, la maison d'édition, et comme l'a fait le professeur Dodon tout à l'heure, mettre bien sûr le numéro de la page, parce que les auditeurs ou les gens qui regardent ont ça en mémoire, ils peuvent le re-regarder, le diffuser, et à partir de ce moment-là où vous donnez toutes ces précisions, ça permet d'avoir chaque internaute la possibilité de sortir les documents, ce qui pour lui-même d'ailleurs, et pour les médecins ou pour les tribunaux, pour la police éventuellement, lui donnera une base de travail. Voilà. Oui, maître, est-ce que je peux vous mettre une grenade dégoupillée dans les mains à l'instant? Allez-y. Alors voilà. Ceci est dit par Florian Gouttière le 14 mai 2020 dans un article de Check News de Libération. Écoutez bien. Sur une publication Facebook attribuée au professeur Jacques Théron, neuroradiologue au CHU de Caen. Selon ce texte, grâce à 50 autopsies effectuées à Bergame et à Milan sur des patients décédés du soi-disant Covid-19, il a été démontré que le Covid-19 n'est pas une pneumonie, mais une coagulation intravasculaire disséminée, donc présence de caillots de sang. Ce qui veut dire quoi? C'est que les gens ont été impactés d'une façon mortifère, et qu'ils ont subi des inflammations et qu'ils ont été victimes de ces fameuses thromboses. Et tout cela à cause de quoi? Entre autres, comme à Milan, comme à Bergame et comme à Milan, à cause des tours 4G, 5G et 6G. Et des vaccins, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont été en partie vaccinés parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par les migrants. C'est une information qui est authentifiée et je les ai envoyées à plusieurs centaines de mairies, mais sans jamais de réponse. Pour vous dire, et pour dire aux auditeurs, méfiez-vous des antennes 5G et 4G. Alors, je me permets de reprendre la parole. Pourquoi ? Parce que la situation devient dramatique. Nous avons entendu un journaliste très important en France, qui s'appelle Christophe Barbier, qui vient de dire, lui, ce que beaucoup de personnes disaient, mais on n'avait pas de preuves. Là, il l'a dit, et Lorelai pourra donner le lien et cette vidéo. Il a dit, mais en substance, j'ai pas les mots exacts, les gens qui ne seront pas vaccinés, ils vont être coupés sur le plan social, ils ne pourront pas voyager,
ils ne pourront pas aller au restaurant, etc., etc. Donc, c'est pourquoi nous vous remercions beaucoup de votre intervention, professeur Dodon et général Chavanon, parce que les temps sont durs et il y a vraiment une véritable offensive de donner ça. Alors maintenant, moi, je me permets juste, mais vous pouvez me couper à tout moment, de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas forcément perdu, à condition que les choses se fassent de façon honnête et probe. Pourquoi ? Parce que si vous êtes réunis aujourd'hui grâce à Lorelai, c'est parce que vous aviez donc fait une plainte pour quelque chose qui n'est pas n'importe quoi, avec l'association dont vous étiez les responsables, l'Académie de défense des êtres humains. Pour la défense des êtres humains. Voilà, l'Académie pour la défense des êtres humains, avec comme président Michel Chavanon et comme vice-président le professeur Jacques Dodon. Et ce n'était pas n'importe quoi, tant les infractions que vous reprochiez, que l'endroit où c'était fait et les personnes que cela concernait. Il y avait donc l'infraction que vous dénonciez. C'était abstention volontaire de mesures destinées à combattre un sinistre dangereux pour les personnes, et vous attaquiez aussi pour crime contre l'humanité et génocide. Cette citation était faite à la requête de l'Académie pour la défense des êtres humains. Elle était faite contre qui ? 3 personnes en exercice à l'époque. Prévenu Chirac Jacques, né le 29 novembre 1932, adresse 55 rue Faubourg Saint-Honoré à Paris, à l'Élysée. Et il y avait aussi contre Raffarin Jean-Pierre, né le 3 août 1948, adresse à Poitiers 57, né à Poitiers, pardon, adresse 57 rue de Varennes, c'est-à-dire à Matignon. Et la troisième personne, c'était le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, né le 14 janvier 1943 à Lyon, et dont l'adresse était au ministère de la Santé, 8 avenue de Ségur, 7507 Paris. Il y avait donc l'Académie pour la défense des êtres humains, dont vous étiez les responsables, qui a attaqué. Alors, vous allez me dire sur le plan juridique, pourquoi vous avez fait ça devant une chambre correctionnelle ? Parce que vous disiez déjà à l'époque, on ne sait pas si ça ne va pas être avec le principe de l'opportunité des poursuites. Si vous faites une plainte au procureur de la République, à la police ou à la gendarmerie, en raison du principe de l'opportunité des poursuites, le procureur de la République peut faire en sorte que, dans l'autre sens, que ce soit classé sans suite. Et évidemment, classé sans suite, ça veut dire que vous ne pouviez pas donner de suite, et ça prendrait beaucoup de temps. Alors, par contre, le problème juridique qui se posait, c'était que il fallait que ça puisse sortir et que l'opinion publique soit au courant. Vous vous rappelez que vous aviez, avec beaucoup de frais que ça vous avait occasionné, vous aviez loué le grand auditorium du barreau de Paris. Et nous avions eu beaucoup d'intervenants. Alors, cela a causé un problème pénal. C'est-à-dire que le président de la 17e chambre, monsieur Montfort, donc réputé pour son calme et son sang-froid, n'en pouvait plus parce que c'était un dossier on ne peut plus sensible. Tout de suite, quand, je vais pas le cacher, l'avocat, c'est-à-dire que je me suis avancé. Oui, tout de suite, le professeur, tout de suite, le président Montfort de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, saisi de cette affaire, qui était une affaire criminelle, je dis bien criminelle, a dit, mais je ne suis pas compétent, puisque, et c'était vrai, le tribunal correctionnel n'est compétent que pour les délits. Mais nous voulions que le procès puisse avancer et que la presse, qui ne l'a pas fait à l'époque, la presse puisse informer sur les dangers de ce génocide et ce crime contre l'humanité par l'obligation des vaccins que vous dénonciez. Moi, je voulais que ça sorte. Alors, quand le président Montfort s'est mis dans une grosse colère en disant « Mais non, c'est un crime, ça ne vient pas de chez vous, ça ne peut pas venir chez nous », j'ai à ce moment-là, moi, qualité d'avocat de votre association, dit au président « Mais écoutez, c'est pas un problème, monsieur le président. Dites-nous que ce n'est pas recevable et ça nous permettra d'aller directement à la Cour européenne des droits de l'homme parce que nous aurons ainsi épuisé toutes les voies de recours internes. » Il a fait une suspension d'audience et il est revenu en nous confortant dans notre position juridiquement complexe que le tribunal correctionnel, même saisi de crimes contre l'humanité et de génocide à propos de l'obligation vaccinale,
contre le président de la République Chirac, le Premier ministre Raffarin et le ministre de la Santé Madei, étaient bien compétents, et parce que j'imagine qu'ils ne voulaient pas que ça passe à l'Europe, puisque justement nous l'avons vu avec ces organisations internationales, que ce soit l'OMS ou les pactes de l'ONU ou la Convention européenne, si ça monte ces affaires-là, l'Europe allait dire mais non, ce n'est pas possible parce qu'il y a des textes qui sont violés par l'État français. Je rappelle, mais peut-être vous pourrez le dire mieux que moi tout à l'heure, qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a pas d'obligation vaccinale et ça se passe sur le plan juridique comme ça. Donc il n'y a que la France qui a fait ça. Je ferai une petite parenthèse intéressante et ça, je peux dire que il y a évidemment très peu de personnes qui le savent. Derrière tout ça, il y a Pasteur, l'Institut Pasteur. Et à l'Institut Pasteur, il y a Sanofi. Parler de moi, mais je ne vais pas dire d'autre chose que ce que je sais. En 1986, j'étais fonctionnaire des douanes et les douanes ont saisi le patron de Sanofi Pasteur Vaccin pour évasion de capitaux. Cet homme-là était avant le directeur, le chef de cabinet du ministre de la Santé, Simone Veil. Comment tu le sais, Philippe? Mais je vais le dire après. Donc, j'étais syndicaliste et j'étais permanent du syndicat. J'étais payé par l'État français pour faire du syndicalisme. Et donc, j'étais en poste au syndicat quand j'ai appris qu'un certain Jean Weber, ancien directeur de cabinet de Simone Veil au ministère de la Santé, futur président du CIAL, la banque Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine, venait d'être nommé directeur général des douanes. Et j'ai évidemment toutes les preuves de ce que je dis. Bon. Étant aux confins des informations syndicales avec les autres syndicats, m'est parvenue une information d'un collègue des douanes. Jean Weber, patron de Sanofi Pasteur Vaccin, ancien directeur de cabinet de Simone Veil au ministère de la Santé, a été pris pour évasion de capitaux. Et il vient d'être nommé directeur général des douanes, et dans les telex qu'il mettait, il mettait arrêt de toutes les poursuites pour évasion de capitaux. Alors, réfléchissez, remettez en boucle l'information que je vous donne. Cela veut dire que le patron de Sanofi Pasteur Vaccin de l'époque, 1986, c'est vieux, d'accord, était l'ancien directeur de cabinet de Simone Veil au ministère de la Santé. Il est pris pour évasion de capitaux. Et ce dossier le concernant, est parvenu au journal Minute qu'il a publié. Donc, si vous voulez, je suis très à l'aise de dire ce que je dis parce que toutes les preuves y sont. 1986. Ce qui se passait à l'époque, c'était que le Premier ministre, c'était Jacques Chirac à l'époque, on revoit toujours les mêmes, qui avait pris comme ministre du budget Alain Juppé, qui était le patron des douanes. Et donc, Alain Juppé a nommé Jean Weber, l'ancien chef de cabinet de Simone Veil au ministère de la Santé, qui s'est fait arrêter par les douanes pour évasion de capitaux au profit de Sanofi Pasteur Vaccin. Enfin, c'est marqué dans le PV des douanes. Il a été nommé directeur général des douanes et il a arrêté toutes les poursuites. Et quelque temps après, il a été nommé patron de la banque. Donc, on a quand même ici le ministère de la Santé avec Pasteur Vaccin, avec évasion de capitaux et nomination à la banque. Ce sont les faits bruts, je n'en dirai pas plus, mais c'est quand même intéressant de le faire. Alors, ce sont un petit peu toutes ces personnes-là qu'on a retrouvées dans l'action pénale que vous avez faite contre le président de la République, Jacques Chirac, qui n'était plus Premier ministre, mais qui était président de la République, et le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, et, écoutez bien, Dominique Mattei, ministre de la Santé, qui, si je ne me trompe pas, avait à l'époque, quelque temps, comme conseiller, un certain professeur Didier Raoult. Professeur Didier Raoult, dont vous entendez dire qu'il est contre ceci ou cela, mais qu'il n'est pas contre les vaccins en principe, dans la mesure où il faut regarder si les propos
qu'il a à l'époque sont conformés. Donc c'est sous réserve, mais de sa position au professeur Raoult sur les vaccins. En tous les cas, qu'il soit actuellement pour ou contre les vaccins, il a été conseiller de Dominique Mattei. Alors, il n'est peut-être pas impossible que l'action que vous ayez faite, qui était quand même très dure, d'attaquer pour crimes contre l'humanité et génocide le ministre de la Santé, dont Didier Raoult était un des conseillers à un moment ou un autre, et puis jouer dans l'affaire que Didier Raoult n'a pas peur d'attaquer dans la mesure où il sait la vérité. Le suivi de cette affaire, c'est que vous connaissez la phrase du premier ministre de la reine Victoria, Benjamin Disraeli, qui disait « Comptez l'argent pour rien, comptez le pouvoir pour rien. Si vous avez la presse, vous avez tout. » Nous le voyons d'ailleurs maintenant avec cette guerre médiatique à qu'on assiste, y compris pour les élections de divers pays, etc., etc. Donc la presse, là où on a été un petit peu déçu, professeur Dodon, président Chavanon, que votre action pénale de crime contre l'humanité et génocide de l'obligation vaccinale n'ait pas pu aboutir. C'est vrai, mais je dirais que le temps ne fait rien à l'affaire, et je n'aime pas Clémenceau, mais je le cite souvent, il disait à la guerre comme en politique, la victoire est à celui qui tient le plus longtemps. Ces gens qui sont fait vacciner ne sont plus là. Toujours est-il que vous êtes toujours là, bien vivant au-delà des 80 ans, et vous êtes la mémoire vivante du courage. Vous connaissez la phrase de Mark Twain, des innocents ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait. Et je voudrais, c'est un petit peu décousu mon propos, mais il y a tellement de choses à dire en peu de temps, que je voudrais aussi saluer le docteur Crusoll, parce que Gilbert Crusoll est un homme qui est un disciple de Linus Pauling, qui est le prix Nobel de chimie. Ouais. Et c'est un de vos amis, c'est grâce à lui que je vous connais. Et lui, il est aussi, le docteur Crusoll, le président de l'Institut Antoine Béchamp. Alors, peut-être vous pourriez dire quelques mots sur Antoine Béchamp, parce que moi, ce que j'ai retenu... Bon, moi, j'ai fait 2 années de médecine, mais si vous voulez, mais je m'intéressais plus à la thérapie. Et d'ailleurs, j'étais avec le docteur Valnet, qui m'a dit un jour, qui est un ancien de mon école militaire, je dévie un peu le sujet, mais c'est important à savoir. J'ai demandé à mon ami, le docteur Valnet, qui a la gamme, vous savez, vous allez en pharmacie, aromathérapie, phytothérapie, flexarum, odarum, etc., etc. Je lui ai demandé quel est, à ton avis, parce qu'on se tutoyait, la meilleure invention de la médecine. Et il m'a dit, c'est pas telle ou telle chose, c'est évidemment pas les vaccins, les vaccins. Le docteur Valnet m'a dit, la meilleure invention de la médecine moderne, c'est l'eau et le savon. Et l'eau et le savon. Ah d'accord. Voilà. Bon, ça remet un petit peu les choses à l'air. Donc, le docteur Crusoll est le président de l'Institut Antoine Béchamp. Et maintenant, je vais vous donner la parole soit au président Chavanon, soit au professeur Dodon, pour me dire si c'est bien ça. Il peut parler un peu plus d'Antoine Béchamp, puisque c'est quand même l'adversaire de Pasteur. De la même façon qu'en philosophie, il y a Voltaire, mais il y a quelqu'un qui est peu connu, c'est Fréron, qui est l'adversaire, le meilleur, qui détruit Voltaire. Eh bien, nous avons Antoine Béchamp qui est cité à Paris à la mort de Pasteur, et Pasteur qui dit à la fin de sa vie, Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce point-là, s'il vous plaît? Alors, moi, je voulais juste intervenir en disant que, en fait, Antoine Béchamp a trouvé les microzymas. C'est la nanotechnologie du créateur qui l'a placé en nous. Faut savoir que les microzymas, une fois qu'on est mort, eux, ils sont toujours en vie. Vous confirmez, messieurs? Évidemment, les microzymas. Oui. Tout l'intérêt, c'est le principal génie. Alors ça, c'est Michel qui nous parle. Du professeur Antoine Béchamp. J'ai son livre d'ailleurs que je viens de prendre dans ma bibliothèque, Béchamp ou Pasteur, qui d'ailleurs a été écrit par Douglas Hume. Et j'ai un exemplaire qui m'est pour moi très important. Il est dédicacé par Douglas Hume en anglais au docteur Paul Chavanon, etc. Et alors moi, quand j'étais adolescent, je lisais ça, c'était passionnant. Donc je résume. Le professeur Antoine Béchamp a démontré par la science que Louis Pasteur était un ignorant et un menteur et un criminel, parce qu'il faut savoir d'abord que Louis Pasteur était un chimiste qui connaissait strictement rien à la médecine. Le professeur Béchamp nous apprend que nos organismes sont composés de micro-organismes, qu'il a baptisés par conséquent les microzymas. On a retrouvé des microzymas dans la craie qui avaient 10 millions d'années et qui étaient inertes. Quand on les a remis en état convenable, ils ont repris vie.
C'est-à-dire ces microzymas, il appelait ça, donc, ce sont les composants de nos organismes, et ces microzymas, quand on connaît la bioélectronique, je fais partie de l'association de bioélectronique professeur Louis-Claude Vincent depuis 40 ans, je suis ami avec le secrétaire général, nous comprenons ce qui se passe, c'est que quand on fait l'analyse bioélectronique avec 100 saliburines dans un bioélectronimètre que le professeur Louis-Claude Vincent nous a mis au point il y a longtemps, et je l'ai connu très bien, le professeur Vincent, c'était un homme extraordinaire. En fonction des coordonnées bioélectroniques du terrain, c'est-à-dire de nos organismes, les microzymas qui composent notre organisme changent de forme, évoluent en fonction du terrain, ils deviennent virus, microbes, etc., mais ils n'ont jamais été les responsables des maladies. C'est une imposture que toutes les régies viennent de là, et c'est l'escroc, le criminel, l'assassin Pasteur qui a assassiné des quantités d'enfants en les torturant. Et c'est lui qui a fabriqué la fable, et les seuls... Il y a des textes sur les travaux des Verassois, etc., qu'il a piqué, il était mot à mot au professeur Vincent, qu'il a publié à son nom, sans vergogne, et en reproduisant même les photographes que le professeur, pas Chény Vincent, excusez-moi, que le professeur Antoine Deschamps avait rédigé ces notes. Eh bien, il a recopié textuellement, même avec les fautes, et s'est attribué le mérite de cette découverte. Tout le reste, c'est faux. Oui, c'est un usurpateur. C'est un usurpateur intégral, et en plus un assassin, parce que, par exemple, le petit Joseph Meister, qu'il a sauvé, soi-disant, il y a sa statue à Strasbourg, qui a été mordue par un chien enragé. Mais il est intéressant, pour ceux qui savent, de comprendre que le brave chien, il n'était pas plus enragé que moi, je ne sais quoi, et que le gosse, évidemment, il risquait pas d'être enragé, parce que de toute façon, le chien était en pleine forme et en parfaite santé. Tout ça, c'est imposture. Il faut savoir que, paraît-il, j'ai jamais eu la preuve de cela, que ce Pasteur, cet imposteur, a été très ami, certains parlent d'intimité même avec l'impératrice Napoléon III, je t'entends bien. Qui ça? Eh ben, il aurait été, ça je n'ai pas les preuves de ce que je dis, mais ça m'a été rapporté qu'il il avait droit à une certaine intimité avec l'impératrice. Laquelle? Eugénie, l'impératrice Eugénie, mais qui avait cette intimité? Il a fait sa fortune, il était cousu d'or. Pasteur. Et à côté de ça, le professeur Antoine Deschamps, qui était docteur en médecine, docteur en pharmacie, professeur à la faculté de médecine, se battait comme un diable, et le jour du décès du professeur d'Antoine Deschamps, il y avait une seule personne derrière son cercueil, sa fille qui pleurait. Et quand Louis Pasteur, ce salaud, a débarrassé la planète, ça a été fait en enterrement national. Ça, c'était un trait de la République, c'est toujours les assassins qui ont droit aux honneurs. Vous avez trop raison. Et que le professeur Antoine Deschamps... oui. Alors attendez, Michel, on va donner la parole au professeur Dodon. Alors attendez, on va remettre le volume parce qu'en fait il y avait un problème d'écho. Voilà. Oui. Allez, on vous écoute, professeur Dodon. Alors, rapidement, ça c'est toujours pour l'auditeur. Il faut qu'il sache que les recherches, études et expérimentations d'Antoine Deschamps, docteur en pharmacie, docteur en sciences, physique et chimie, docteur en médecine, 5 fois plus titré que Pasteur, simple chimiste, démontra l'origine donc intra-organique des virus, bactéries et champignons, et non leur origine atmosphérique. Par la suite, alors, je cite, oui, Frémy, Galip, Portier, Cagnard-Latour, Trécu, Turpin et enfin Tissot confirmèrent les 4 faux dogmes pasteuriens, et les plus importants, c'est bien le dogme de la panspermie atmosphérique, les virus ne se promènent pas dans l'air, le dogme de la sepsie des organismes vivants, vous êtes colonisés par des virus, des champignons et autres, et ensuite, donc il n'y a pas la sepsie, et le dogme du monomorphisme, en même temps le dogme de la contagion. C'est faux! C'est excessivement faux. Et les travaux des études directes donc, sur les lieux de pandémie par les biologistes Marinesco, Nikaronov,
attestèrent que les individus atteints l'étaient par ingestion de diverses céréales fermentées, récoltées par temps de pluie, donc avec des moisissures excessivement mortifères, et que le vrai problème n'est pas la présence du virus, il n'y en a plus dans notre corps que dans les cellules, mais l'état du système immunitaire. Or, si vous mangez, après avoir, disons, jeûné ou être privé de nourriture, quand vous mangez ce pain qui a été ramassé, enfin, cette farine ou ce blé qui a été ramassé par temps de pluie, vous êtes victime des moisissures de ce pain, et c'est à ce moment-là que vous pouvez attraper soit la peste, soit la suette miliaire, soit le choléra, ou, en dernier, par l'orge, la diphtérie. Voilà d'où viennent les pandémies, et ce n'est pas la contagion de l'homme. Alors on vous entend très mal. La contagion est un dogme. Alors attendez. Oui, il faut redire la dernière Vous phrase. pouvez redire La dernière phrase. la dernière phrase. C'est quoi qui est un dogme? Alors, il y a 4 dogmes. Le dogme de la panspermie atmosphérique, c'est-à-dire que, d'après Pasteur, les virus virevolteraient et s'insinueraient dans votre corps. Or, c'est faux. Le dogme de la sepsie des organismes vivants, c'est-à-dire que lui disait que le corps était indemne de toute bactérie, de tout virus, etc. Vous vous rendez compte? Ensuite, le dogme du monomorphisme bactérien, alors qu'on sait qu'il y a des bactéries, des virus, des champignons, etc. Et surtout, le dogme de la contagion. On ne peut plus faux. On ne peut pas, monsieur, maître, vous ne pouvez pas me contaminer par vos postillons, parce que j'ai des défenses immunitaires, et si elles n'ont pas été entamées par ce putain de blé ou ces putains de céréales qui n'ont rien à faire dans le corps d'un être humain, parce que les céréales ne sont pas pour les hommes, mais bien pour les poules, si vous n'avez pas été contaminé par ces produits-là, vos postillons, vous pouvez m'en envoyer plein la gueule, je ne les éviterai pas, mais je n'en serai pas malade pour autant. Alors en fait, vous avez raison, parce qu'à partir du moment où on a un bon système immunitaire, on a des bonnes défenses et un bon des bons microzymas, enfin les postillons, enfin voilà quoi en fait. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être contaminé par l'homme, mais vous avez été empoisonné par ce que vous avez mangé, par ce que vous avez bu, par ce que vous avez respiré, comme les chemtrails avec les nanoparticules. Ensuite, les vaccins et ces fameuses nanoparticules que l'on retrouve dans ces vaccins et qui, évidemment, neutralisent toutes les défenses immunitaires. C'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas besoin d'avoir inventé la poudre. D'ailleurs, moi-même, je ne l'ai pas inventé. Voilà, parce que les additifs alimentaires, par exemple, le E621, le glutamate monosodique, les arômes, tout ça c'est neurotoxique en fait. Le E471 qui réduit les testicules et l'utérus. Oui, ce il faut globaliser et dire que, d'après Claude Vincent et toutes ces mesures bioélectroniques, dont des mesures chiffrées, c'est qu'il s'est rendu compte que nous allions, à cause de ces produits chimiques, nous allions sur des terrains de dégénérescence et de cancer. C'est clair, net et précis. Mmh. D'accord. Et alors, donc ça c'est très intéressant. Maintenant sur le plan actuel, sur le plan juridique, sur le plan concret, vous avez déjà utilisé dans la plainte que vous avez faite contre le président de la République Chirac et le Premier ministre et le ministre de la Santé, vous aviez utilisé pour l'infraction de génocide et crime contre l'humanité en raison de l'obligation vaccinale de l'époque, des textes. Ces textes sont extrêmement importants. Ce sont des textes à la fois français et des textes internationaux. Alors, parmi ces textes, on peut citer, alors peut-être par le code le plus célèbre, c'est le code civil, à propos des lois qu'on peut nous dire sur l'obligation vaccinale qui serait existante ou qui va l'être. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Alors le même Raffarin, qui avait pris un procès sur la figure pour l'obligation vaccinale pour génocide et crime contre l'humanité, a voulu changer cet article du Code civil qui dit que les lois sont promulguées par le roi, mais comme il n'était pas roi lui-même, ni Chirac, cette loi de 2004 qu'on va vouloir nous imposer, évidemment, n'est pas elle-même promulguée. Mais ensuite, oui, cette loi qu'on va vouloir nous dire, qui permet,
qui fait que les lois sont promulguées. Il a enlevé le texte promulgué par le roi, Raffarin, mais il lui fallu que cette loi nouvelle soit promulguée. Elle ne l'est pas, puisqu'elle devait être promulguée par le roi, la loi qui changeait la promulgation. Bon, donc c'est réglé, ce problème juridiquement. Ensuite, il y a l'article 16.1 du Code civil qui nous dit que chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Donc on a tous ces éléments-là. Article 16.2, le corps humain, il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne et à titre exceptionnel. Excuse-moi, je me suis trompée. C'est article 16.3 en fait. 16.3, pardon, 16.3. C'est moi. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain. Or, on porte atteinte à l'intégrité humain en lui mettant quelque chose qu'il ne veut pas, d'accord? Qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Alors, il n'y a pas de nécessité médicale de la personne, bien au contraire. Alors, c'est pour ça que l'infraction que vous aviez dénoncée dans le procès au président de la République, c'était aussi la mise en danger d'autrui. Ensuite, il y a le Code de la santé publique qui est quand même très clair. Voilà, c'est l'article 1111.4 du Code de la santé publique. Et ça, c'est très très important. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. À tout instant. Voilà. Il y a un texte peu connu qui est le texte qui s'appelle le Code de Nuremberg de 1947. Il identifie le consentement éclairé, et le président Chavanon le soulignait tout à l'heure, il faut que le consentement soit éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains. Le consentement volontaire, article 1, du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de la capacité légale totale pour consentir, qu'elle doit être laissée libre de décider sans intervention de quelconque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte ou de coercition. Ça, c'est voilà. Alors ça, c'est le Code de Nuremberg 1947. Et là, c'est extrêmement important parce que on nous dit, bon, il va peut-être falloir, si les gens ne veulent pas se faire vacciner, utiliser la coercition. Et là, on tombe dans le Code de Nuremberg 1947, article 1. Donc ensuite, nous avons, après, on va les faire passer sur le site, hein, cet article, en le permettant de lire. Mais il y a aussi l'élément qui est important, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Article 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dégradation de la santé, on est en plein dedans. Article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique et donc à son consentement. Personnalité juridique ou pas, d'accord. Donc vous voyez qu'on n'est pas diminué du tout au niveau des textes français, au niveau des textes européens, au niveau des textes internationaux, pour permettre, mais alors après, à la force brute, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. En tous les cas, si les citoyens se mobilisent, et là encore, on revient sur l'élément que les citoyens doivent être informés, éclairés, savoir les choses avec toutes les preuves, c'est tout l'intérêt de cette vidéo, que je vous remercie d'avoir permis de faire aujourd'hui, puisqu'il y aura les textes. Et après, peut-être que Lorelai permettra à ses abonnés d'avoir accès à des formulaires ou à des plaintes, parce que l'objectif, c'est peut-être de faire un remake, pardon de parler anglais, de ce que vous aviez fait quand vous aviez, professeur Dodon et président Chavanon. Oui, non, mais c'est pour les auditeurs. Ouais. Et donc, de permettre à ce que on refasse ce que vous aviez fait. Le modèle, il est prêt. On peut simplement changer les noms et mettre à la place de Chirac Macron, à la place de Raffarin Maître Castex, à la place
Véran mettre à la place de Mattei mettre Véran. On enverra copie au professeur Raoult, qui était le conseiller de Mattei à l'époque. Et puis, voilà. Et puis, mettre donc ainsi, à la portée de chacun, la possibilité de faire une plainte. Alors après, Lorelai, on pourra peut-être faire une conférence pratique pour donner des éléments, parce que les avocats, ça coûte cher. Et on peut aussi faire une plainte pénale. On peut intervenir sans avocat, d'accord? Donc, de façon que, si après tout, si les gens sont informés, parce que vous... Excuse-moi, c'est si les gens ont le courage et peuvent assumer le courrier. Parce que c'est pas tout le monde qui peut assumer le courrier, voilà, le courage et la confiance en soi. Voilà. C'est ça qui parce qu'il faut assumer derrière après, une fois qu'on envoie, hein. Ah oui. Alors, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est le manque du courage des gens. Oui, alors moi je sais que j'étais en relation avec un très haut personnage, je dirais, que j'aimais beaucoup, qui m'avait dit mais les Français ils sont chloroformés, hein, donc d'ailleurs c'est pas forcément leur faute. Et d'autre part j'ai appris que les États totalitaires, dès qu'ils arrivaient dans un endroit, ils allaient au château d'eau et ils mettaient du fluor. Parce que c'est prouvé scientifiquement que le fluor enlève l'esprit critique. Bah en fait, Staline et Hitler. Alors attendez, Staline et Hitler, en fait, ils ont fait la guerre avec des petites armées sous fluor. En fait, faut savoir que le fluor, et aussi le glutamate, c'est tout ça. C'est un poison le fluor, ouais. Alors attendez, on va vous écouter. Attends, je voudrais vous faire une petite remarque importante. Pardon, juste, on termine avec notre ami Chavanon. Oui. Je voudrais vous faire une remarque importante. Vous savez ce que c'est que les messages subliminaux qui passent à jet continu à la télévision? Oui. J'avais 22 ans, j'étudiais à l'époque les messages subliminaux. Il a passé 60 ans depuis, ils sont très perfectionnés, ça passe à jet continu. Or, les messages subliminaux, il faut que les gens sachent si les yeux ne les voient pas vraiment, leur cerveau les enregistre, ils modifient leur mentalité. Ce qui fait qu'on a des enfants qui sont devant la télévision depuis l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, et ensuite devenus adultes, qui passent en moyenne 5 à 6 heures par jour devant la télévision, notamment en période de confinement, ce qui fait ce qui explique pourquoi les gens sont apeurés, lâches, terrifiés, ils n'ont plus de ressources parce que les messages subliminaux, à mon avis, détruisent leur capacité défensive. Ah mais ça, vous avez raison, en fait, de toute la façon, la télé... Moi j'ai écrit... C'est l'arme la pire de toutes. Mais on va revenir, Michel, on va revenir sur les vaccins, en fait. Oui, mais si les gens croient que c'est bien les vaccins aussi, ils ont peur de les refuser, c'est parce qu'avec les messages subliminaux qui passent sans arrêt à la télé, on a réussi à les convaincre que c'était bon pour eux. Ouais, mais il n'y a pas forcément besoin de messages subliminaux, hein. Juste la télé, pour eux, ils croient que c'est la vérité. Attendez, avec l'intervention du professeur Fourtillan sur 4 millions de personnes, il y a plus de 60% des gens, sinon 70%, qui ne veulent pas de vaccin. Hein. C'est ça, c'est pour ça que si avec l'info qu'on va donner, y compris le modèle de ce que vous avez fait il y a 20 ans presque, de plainte pour ça, que les gens font ça, ça peut peut-être bouger, hein, s'il y a 1 million, 2 millions de plaintes, on peut rêver quand même. Ah, que Dieu nous entende. Oui. Voilà. Oui, voilà. Oui, mais humainement, tout semblait perdu, et maintenant, il y a quelqu'un là-haut qui est en train de nous sauver, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, faut prier. Oui, voilà. Sinon, c'est la fin des haricots. Voilà. Donc, tout n'est pas perdu. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je vous remercie beaucoup. Je sais bien qu'il aime pas trop par modestie qu'on dise professeur Dodon, mais je le dis quand même. Professeur Dodon et président Chavanon, je vais laisser à Lorelai la possibilité de conclure. Merci beaucoup d'abord pour ce que vous avez fait il y a presque 20 ans, d'avoir eu l'audace et l'énergie intellectuelle d'aller contre l'obligation vaccinale à l'époque. Je crois que bis repetita placent. Et merci encore pour votre compétence technique, parce que c'est bien d'être contre tout cela, mais si vous nous avez donné tous ces éléments, y compris de références, de livres, d'ouvrages et d'arguments, ça va quand même beaucoup nous aider avec l'élément juridique. Et sachez également que j'ai une chaîne de 520 vidéos qui n'est malheureusement pas trop fréquentée, puisque j'ai en moyenne 400 ou 500 vues, pas plus. Mais c'est quoi votre chaîne YouTube? Oui, on va faire de la pub, c'est quoi la chaîne?
Eh bien, c'est Jacques Dodon, YouTube. Mais je voulais marquer dans le dernier mail. D'accord. Jacques Dodon, YouTube. D'accord, donc si vous voulez retrouver plus d'informations et plus de Jacques Dodon, allez sur la chaîne de Jacques Dodon sur YouTube, abonnez-vous et partagez, likez en masse. Dodon, D-A-U, D-A-u Voilà. D-A-U-D-O-N, oui, voilà. D-A-U-D-O-N, Mais Jacques vous avez Dodon. les documents qui devraient vous permettre d'en savoir encore davantage. Eh bien, merci infiniment Jacques Dodon, merci infiniment Michel Chavanon, merci infiniment mon petit Philippe, en tous les cas de m'avoir fait connaître, en tous les cas c'est... Ces deux grands pros courageux, ces grands soldats devant l'humanité. Non mais c'est franchement, vous deux, vous avez tenu un discours qui ont réchauffé mon cœur et avec lequel je suis en parfaite adéquation. Merci beaucoup, thank you very much, vielen Dank, gracias, grazie, shukram, arrivederci, bye bye, au Wiedersehen. Des dada, à bientôt. Non À mais bientôt. merci infiniment et je pense qu'on pourra si ça vous ennuie pas qu'on remette le couvert parce que je pense que vous avez plein de choses à nous raconter parce que vous êtes quand même ce qu'on n'a pas vécu nous, enfin vous avez l'âge en fait et l'expérience. Donc Et l'énergie. Voilà. Ben, c'est-à-dire, bon, Jacques Dodon, c'est encore plus de mérite. Moi, j'ai aucun mérite car j'ai grandi à l'ombre d'un maître, vous comprenez, qui m'a transmis et la morale et les faits. Donc, à partir du moment, comme j'ai gardé toute mon affection pour mon cher père, je n'ai pas le droit de les décevoir, vous comprenez? C'est bien. pour ça que le combat continue. Ben je vous remercie Oui, parce que infiniment. d'abord, parce que Dieu le veut. Dieu Voilà. le veut, tout simplement. Voilà, si Allah le veut. Allez. Inch'Allah. Voilà. Allez, bonne soirée à Bonne vous. soirée à tous. Merci, à Au revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Et merci pour ceux qui vont bénéficier de cette information. Y'a pas moyen, 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 y'a pas moyen, pas moyen, pas moyen, pas moyen, pas moyen, pas moyen, y'a pas moyen, y'a pas moyen, non, y'a pas moyen, non, y'a pas moyen, non, y'a pas moyen, y'a pas moyen, 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 non, y'a pas moyen, non, y'a pas moyen, non, y'a pas moyen, non, y'a pas moyen, y'a pas moyen, 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 non, y'a pas moyen, non, 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 y'a pas moyen, non, non, y'a pas moyen, non, non, pas moyen. Y'a pas moyen, non, y'a pas moyen, non, y'a pas moyen, non, y'a pas moyen, y'a pas moyen, 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 non, y'a pas moyen, non, 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 y'a pas moyen, non, non, y'a pas moyen, non, non, pas moyen, y'a pas moyen. Non-consentement oblige, c'est la guerre. Parce que tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers. Alors, non-consentement oblige,